Nous ont rejoint sur le plateau Alexandre Delegue. Vous êtes économiste, vous êtes l'auteur avec Stéphane Mégnat de Sexe, drogue et économie, pas de sujet tabou pour les économistes, et de nos phobies économiques, ces peurs que l'économiste guérit mieux qu'un psy, de livres assez iconoclastes pour survivre, dites-vous, en économie de marché. Et puis Éric Toussaint, historien et porte-parole du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui se bat aussi pour l'annulation des dettes publiques illégitimes, selon vous, des pays d'Europe du Nord, enfin des pays d'Europe, c'est-à-dire des pays du Nord. En 2012 et 2013, vous aviez d'ailleurs été invité par Alexis Tsipras, qui n'était pas encore le Premier ministre de la Grèce, et il vous avait demandé de venir réfléchir avec lui à la réduction radicale de la dette grecque. Vous êtes l'auteur de La dette ou la vie, avec Damien Millet, et de La finance contre les peuples, ou de Bancocratie, qui est paru il y a quelques mois. Alors, à votre avis, il a raison, le nouveau ministre des Finances grec? Mais d'abord, il faut remettre, je pense, les montres à l'heure, là. Dire que, comme on l'a dit ici sur le plateau, que le peuple français a prêté au peuple grec qui a accepté d'emprunter au peuple français comme à d'autres peuples français, comme à d'autres peuples d'Europe, ça ne tient pas debout. Le peuple français ne s'est pas prononcé pour prêter à la Grèce. On ne lui a pas demandé en 2010, Nicolas Sarkozy et son gouvernement, et la Troïka qui se mettait en place, qui est un organisme sans légitimité, il n'a pas été créé par un corps constitutionnel, et constitué, ok, et Nicolas Sarkozy n'a pas demandé via un référendum au peuple français s'il fallait prêter à la Grèce et dans quel terme. Et on n'a pas demandé, Arnaud le Parmentier, c'était voté à tous les parlements. Excusez-moi. C'était voté par tous les parlements. Oui, le Parlement. Ah, mais les parlements, on est dans des démocraties représentatives. Visiblement partir d'une élite journalistique et d'une élite politique et d'une caste qui utilise maintenant des positions de pouvoir avec une délégation du peuple de temps en temps, mais qui en abuse. Et c'est un abus de langage et un abus sur le fond. Je pense que c'est plutôt à moi qu'il faudrait que vous discutiez. Excusez-moi. Laissez-le terminer. Excusez-moi. Parce que moi, j'ai voté pour le coup. Mais très bien. Les prêts. Si vous me permettez de. Donc elle vient de vous contredire. Elle vient de vous dire qu'elle avait voté. Donc c'est bien que les députés ont été appelés à voter le soutien du peuple grec. Je prétends que l'Assemblée nationale française et le Parlement de mon pays, la Belgique, n'a pas été réellement en état de délibérer sur de quoi il s'agissait. Je voudrais dire quelques mots là-dessus. Le peuple grec n'a pas été consulté sur les emprunts qui lui ont été imposés d'une certaine manière. Rappelez-vous, novembre 2011, Georges Papandréou, qui sort d'une situation où il est contesté par la population grecque, dit, avant de venir à une réunion du G20 à Nice, je pense qu'il faut organiser un référendum sur le prochain programme dit de soutien à la Grèce. Ça avait été l'objet d'un débat. Vous savez très bien, vous vous rappellerez, ou en tout cas les téléspectateurs et téléspectatrices se rappelleront que Sarkozy, que Merkel et que les autres dirigeants européens ont dit pas question d'un référendum sur le prochain projet. La seule question possible, c'est sortir ou pas de la zone euro. C'est ça qu'on a mis devant les Grecs. Et on n'aura de toute façon pas posé la question, et il n'y a pas eu de référendum. La seule fois où le peuple grec aurait pu se prononcer sur les emprunts, on lui a retiré cette possibilité. Et donc, maintenant, par ces élections, il s'est prononcé. Et il s'est prononcé pour un programme qui veut d'abord abolir toute une série de mesures injustes. Et pour une organisation, Syriza, qui dit « je veux négocier ». Je veux négocier, et le projet de Syriza, les mesures qui ont été prises les derniers jours, c'est quoi? C'est réaugmenter le salaire minimum légal, le faire passer de 580 € à 750 € parce qu'on l'avait diminué de 20%, rétablir l'électricité aux 300 000 ménages pauvres qui sont sans électricité en Grèce, stopper le programme de privatisation des ports du Pirée et de Thessalonique et de l'EDF grec, des DEI, des mesures, et aussi attribuer, on n'en a pas assez parlé parce qu'il n'y a pas que l'économie, attribuer la nationalité grecque aux enfants d'immigrés nés en Grèce
et qui ont grandi en Grèce. Ce qui, je vous signale, pour une coalition avec un parti de droite nationaliste, c'est une mesure que je trouve extrêmement positive. La coalition, sachant qu'il y a 2 députés de droite, enfin il leur manquait 2 députés pour avoir la majorité absolue. Et donc il y a une coalition avec les Grecs indépendants, qui est une scission du parti Nouvelle Démocratie. Mais la population grecque a voté pour un programme qui permettait de sortir de l'austérité. Et dire aujourd'hui, comme Arnaud Le Parmentier l'a dit dans un éditorial dans Le Monde qui s'appelle Le Masque de Solon, et comme il l'a redit ici, oui, que le peuple grec va être amené ou monsieur, excusez-moi, je n'ai pas encore retenu votre nom, Jean-Marc Daniel. Qu'on va voler le peuple français, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment énorme. Mais non, c'est pas vrai. C'est évidemment une construction. On l'a vu, c'est pas une construction. Tout le monde dit. Laissez-les répondre et Emmanuel Todd. Alors, Arnaud Le Parmentier. Je voudrais revenir sur cette chose qui m'a vraiment choqué. C'est la suite de ce que vous dites. C'est ce discours qui se développe du genre, si les Grecs font défaut, ils vont voler de l'argent au peuple français. Je trouve ce discours particulièrement répugnant, si vous voulez, parce que effectivement tout ça, toute cette situation résulte de mécanismes économiques et de domination économique extrêmement complexes, dont ni le peuple français ni le peuple grec ne sont responsables, et le discours cherche d'une certaine façon à inciter le peuple français à s'identifier aux oppresseurs, à ces espèces de néocolonialisme. Je le ressens comme la possibilité d'une souillure. Déjà que nous ne sommes pas très propres dans cette histoire. J'ai parlé tout à l'heure du rôle de la gauche française au pouvoir dans tout ça, mais là vraiment, j'ai été choqué. Et particulièrement venant d'un journal comme Le Monde, qui lui est un journal subventionné par nos impôts, puisque vous touchez 18 millions de subventions d'État. Attaquez pas le Monde, attaquez-moi, je ne suis pas dans la ligne de mon journal. Arnaud Le Parmentier, je vais défendre mes éditos et pas mon journal, mais je défends quand même mon journal. Mais vous êtes d'accord, votre journal est subventionné. Mon journal est subventionné. Avec notre argent. La presse, avec notre argent. Le mien aussi. Et j'ai droit à ne le dites pas de suite, j'ai droit à un abattement fiscal, je sais. Donc, je n'ai pas parlé de ça, je pense qu'on est complètement à l'envers. On fait croire que toute l'affaire du drame grec, c'est l'austérité. L'affaire du drame grec, c'est que quand il y a eu l'euro, la baisse des taux d'intérêt, ils ont doublé le nombre de fonctionnaires, doublé leur salaire, laissé défiler leurs coûts salariaux de l'indice 100 à 140 quand tout le monde restait à 100 en Europe. Donc les Grecs ont fait, excusez-moi, n'importe quoi jusqu'en 2007. Laissez-moi finir. Jusqu'en 2007. Après cette catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Européens ont fait des prêts. On avait juré aux Allemands qu'il n'y aurait jamais de transfert en Europe. On les avait dit que c'est aussi peu probable qu'une famine en Bavière. La famine est arrivée. On a fait des prêts massifs. Ces prêts massifs, effectivement, ils ne sont pas arrivés dans la poche des Grecs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont remboursé les dettes passées. Donc ils ont effectivement été donnés pour rembourser les dettes des Grecs. Ensuite, on ne les a pas étranglés, puisqu'on a, ce que j'ai dit tout à l'heure, baissé les taux d'intérêt dans tous les sens pour les aider à repartir. Alors effectivement, comme il y avait eu des problèmes, moi j'étais à Bruxelles à ce moment-là, quand on a vu les statistiques fausses de la Grèce en 2002, alors on n'avait rien dit parce que Chirac et Schröder trichaient eux-mêmes, donc on n'avait pas dit grand-chose, on s'aperçoit que l'ampleur est telle que l'affaire grecque peut faire... La tricherie a été faite avec Goldman Sachs, mais je ne dis pas, c'est les Grecs. Et votre journal la Grèce est souveraine, dit Mario Draghi est le bonhomme à la bonne place. Laissez-le donc terminer. Vous avez mis cette personne qui a permis à la Grèce de maquiller ses comptes parce qu'il était responsable de Goldman Sachs Europe, vous l'avez mis et vous le soutenez comme président de la Banque Centrale Européenne. La vérité a un minimum de droit. Oui, donc on arrive avec un système où on sauve la Grèce et le système de la zone euro par des prêts inimaginables. On reconstruit le système de Maastricht à l'envers avec des solidarités, des prêts. La Grèce continue de recevoir 3% de son PIB en aide régionale. Donc il y a eu de la solidarité. Faut quand même pas se tromper. Les Européens, les Allemands ont été généreux. C'est les plus généreux. Ils ont donné 60 milliards d'euros. Ils ont donné 60 milliards d'euros. Et alors, si on dit... Attendez. Les banques françaises et allemandes avaient prêté massivement, vous le savez parfaitement, oui, mais parce de 2004 à 2010, oui, à des taux très bas à la Grèce. Notamment, après la crise de subprime en 2007, des banques françaises empruntaient à la Réserve fédérale des États-Unis à moins de 0,25% et recyclaient ça vers la Grèce. Vous le savez très bien.
Et en 2010, l'argent était nécessaire en 2010, l'argent qui était consommé par les Grecs. l'argent n'était pas nécessaire à la Grèce. Les banques françaises et allemandes voulaient, et belges voulaient prêter. Juste une phrase. En 2007, vous parlez tous les deux en même temps et on ne vous entend plus. Et en 2010, je termine, le programme de sauvetage, ça n'a pas été un programme de sauvetage de la Grèce et du peuple grec, c'était un programme de sauvetage des banques françaises et des banques allemandes et des autres banques de quelques pays centraux, dont mon pays, la Belgique, pour qu'elles puissent se dégager et être remplacées par la Troïka qui maintenant prélève les sous. C'était une aide. Si Sarkozy... En fait, on a aidé les banques, c'est ça que vous voulez dire. On a sorti les banques. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi croyez-vous que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont été à fond pour prêter massivement à la Grèce? Parce qu'il s'agissait de faire revenir l'argent ensuite dans le coffre des banques allemandes et françaises. C'est pour sauver la zone euro. C'est pour sauver la zone euro. Alors, Jean-Marc Daniel, qu'on n'a pas entendu. Des éléments factuels. D'abord, premièrement, encore une fois, les budgets qui ont été votés en déficit, qui sont à l'origine de la dette grecque, ils ont été votés par des élus qui avaient été élus par le peuple grec. Donc, ou bien on remet en cause le système démocratique tel qu'il fonctionne au travers de parlements représentatifs, ou bien on admet l'idée qu'effectivement, tout ça a été voté au nom des peuples. D'ailleurs, tous les peuples ont été concernés de la zone euro, notamment il y a un pays, la Slovaquie, où les gens ont voté contre au départ la création du fonds d'aide à la Grèce, en disant en particulier que le revenu moyen dans les pays d'Europe de l'Est, après la fin du communisme et tout ça, n'était toujours pas au niveau de la Grèce, et que cette solidarité qu'on leur demandait à l'égard du peuple grec était un peu abusive. Et donc il y a un gouvernement en Slovaquie qui a sauté à cause de ça, il y a eu de nouvelles élections. La deuxième remarque que je ferai, c'est concernant l'utilisation qui a été faite de cet argent, on dit oui, mais il y avait quand même en Grèce en 2010 une masse salariale alors qui représentait 30 milliards d'euros. C'était rapporté à la richesse du pays, le pays de la zone euro où la masse salariale publique était la plus importante. Et donc il y avait effectivement un secteur public qui était surdimensionné, et c'est une des raisons pour laquelle en ce moment les contestations portent dans le nouveau gouvernement, pas tellement sur l'affaire de la Grèce, mais sur les réformes structurelles qui ont été mises en place par la suite. Et là c'est ma troisième remarque, la véritable contestation en ce moment, c'est sur ce qu'on appelle le mémorandum, c'est-à-dire qu'en échange des prêts qui ont été avancés par l'Union européenne, par le FMI, donc par le mécanisme autour de la Troïka. Ça va rembourser les banques françaises. Attendez, je finis et puis je vais vous dire sur les banques. Concrètement, il y avait des engagements de réformes qui ont été mis en place et un des objectifs de ces réformes était de réduire, non pas le déficit budgétaire en tant que tel, mais l'écart entre ce que produit la Grèce et ce que dépense la Grèce, c'est-à-dire le déficit extérieur. La Grèce, là aussi, en 2010, avait un revenu qui était 15% au-dessus de ce qu'elle produisait, c'est-à-dire elle vivait en permanence avec une capacité de dépense très largement supérieure à sa capacité productive. Quant aux banques, il y a 65 milliards de la dette grecque qui sont entre les mains des banques grecques. Et donc, si on annulait aujourd'hui la dette, je pense que le peuple grec découvrirait avec consternation que c'est son épargne qui disparaît, que c'est son épargne à long terme, que c'est ses plans de retraite qui sont en train de disparaître. Donc, les banques, c'est un système qui met en contact de l'épargne, de la création monétaire avec les plans de du crédit grecs, les plans de retraite grecs, ils ont perdu déjà 50% dans la restructuration de la dette de 2012. Exactement. La restructuration de la dette de 2012, donc la restructuration de la dette contre le peuple grec. Donc les banques ont perdu la moitié. Non, les banques n'ont pas perdu la moitié, Arnaud de Parmentier, parce que les banques avaient déjà vendu sur le marché secondaire une partie et s'étaient largement désengagées au cours de l'année 2010-2011, vous le savez très bien. Alors, on a les chiffres. Alexandre Delegue, qu'on a toujours pas entendu. C'est BNP Paribas, Crédit Crédit Général et Société Générale qui se sont dégagés grâce au programme de 2012 de la Grèce. Vous le savez parfaitement. On a les chiffres, on a les données. Et la Troïka a pris leur place. Alors, bon, quelques remarques. Je pense qu'on parle beaucoup de mérite, de morale, de choses comme ça. Moi, je serais assez d'accord avec Emmanuel Todd sur un point. Il y aura d'autres sur lesquels je ne serai pas d'accord. Mais on est dans un jeu politique et on doit plus s'intéresser à une sorte de dimension plus machiavélique et politique. Les enjeux de pouvoir sont plus importants que des questions de morale et de qui mérite quoi ou quoi que ce soit. C'est une question qui est peut-être intéressante, mais qui n'est pas ce qui est déterminant. Je pense qu'il y a deux choses qu'on peut noter. Une première chose d'abord, c'est que la dette grecque, quand on nous dit les Français ne la toucheront pas si les Grecs font défaut, de fait, les Européens ne la toucheront pas. Parce que si jamais je vous ai prêté 1 million d'euros et puis au moment où vous devez me les rembourser, je vous reprête 1 million d'euros pour me les rendre et on fait ça indéfiniment,
de fait, je n'en verrai jamais la couleur. C'est ce qui se passera. C'est ce qui est prévu pour l'instant. Mais pourquoi est-ce que ça se fait comme ça ? Parce que cette dette toujours maintenue est effectivement le mécanisme par lequel les Européens, qui ont été extrêmement outrés par ce qui s'était passé en Grèce, il y a eu vraiment une colère profonde qui est réelle, et ont voulu donc utiliser ce mécanisme pour pouvoir continuer d'exercer un pouvoir sur la politique grecque. Donc la dette est ce mécanisme par lequel, et c'est pour ça qu'il y a ces rituels réguliers dans lesquels les Grecs doivent venir voir la Troïka et dire regardez tout ce qu'on a fait, etc. C'est un mécanisme d'exercice du pouvoir sur la Grèce. Je répète, on n'est pas sur une question morale, c'est un fait. Maintenant, je voudrais dire une deuxième chose, et après, je cederai volontiers la parole à Emmanuel Todd. C'est ou d'autres. C'est que ce qui s'est passé ce soir que vous avez montré, enfin ce qui s'est passé aujourd'hui que vous nous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Yanis Varoufakis a déclaré qu'il considérait la Troïka comme nulle et non avenue, qu'il refusait le prochain apport de 7 milliards qui fait partie du plan qui doit arriver. C'est-à-dire que normalement, dans le courant de la semaine prochaine, la Grèce devait recevoir de la Troïka un versement de 7 milliards d'euros. Sachant qu'elle a 4 milliards 300 millions à payer au mois de mars. Voilà, exactement. Mais ce refus-là traduit le fait que ça va aller probablement très vite. On va très très vite savoir ce qui va se passer. Je pense qu'on ne mesure pas l'ampleur de ce qui s'est passé ce soir. Mais si, la preuve, c'est qu'il vous ai rassemblé pour qu'on en parle. Non, mais disons que cet événement précis nous dit qu'on pensait qu'éventuellement on allait peut-être pousser la canette dans le caniveau encore quelques temps, discuter, etc. Là, vraiment, on va voir ce qui va se passer, parce que là, telles que sont les choses, le scénario est le suivant. La Grèce, les banques grecques commencent déjà à être sous la pression, elles vont avoir des besoins de liquidité. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe ? L'État grec émet de la dette à très court terme, qu'il vend à ses banques grecques, qui donc lui servent, lui, à payer ses dépenses. Et les banques grecques, ensuite, vont porter cette dette à la BCE, en contrepartie de quoi elles ont un financement en euros. Très vite, si jamais le gouvernement grec n'est plus dans le programme par rapport à la Troïka, théoriquement, la BCE doit dire aux banques grecques, écoutez, je ne peux plus accepter ça. Et donc, ça veut dire que les banques grecques, d'un seul coup, se retrouvent coupées du robinet à liquidité de la BCE. Donc, on est là, la situation actuelle est la suivante. Mario Draghi, qui a peut-être des défauts, mais qui a le métier quand même le plus dur du monde en Europe en ce moment, il va devoir faire le choix suivant. D'un côté, soit il coupe les vivres aux banques grecques, et dans ce cas-là, la Grecque fait défaut, sort de la zone euro. Ça veut dire que, vu que la BCE détient de la dette grecque, de fait, c'est la BCE qui doit absorber ce défaut, ce qui est une violation des traités. Ou alors, il continue de laisser le robinet ouvert, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il accepte de fait le jeu joué par la Grèce. Et je dis que ce choix de la Banque Centrale Européenne va devoir se faire. Très probablement, on a 30 ou 40 jours avant de voir ce qui va se passer, parce que les réserves grecques vont très très vite descendre. Ersi Sotiropoulos, en votant pour Syriza dimanche dernier et en étant contente de sa victoire, est-ce que vous mesuriez que ça pouvait aller aussi vite ? C'est-à-dire que ce que décrit Alexandre Delegue. Mais en même temps, je veux dire, même les personnes, j'ai beaucoup d'amis qui sont de gauche aussi, qui ont voté par exemple pour Potami ou pour les écologistes, finalement étaient contents. Mais peut-être c'est la catastrophe, on ne sait pas. J'ai envie d'avoir un peu d'espoir. Et j'aime pas toute cette idée, comme on parle maintenant, moi, je suis un peu... Je viens d'un autre monde par rapport à votre, donc je n'ai aucune idée de suivre ça. Vous avez raison. Mais vous parlez comme d'un business. Et l'Europe n'est pas commencée comme ça. Oui. C'est pas commencé comme ça. Les idées qui ont fondé l'Europe, les idées d'Altiero Spinelli, de Jean Monnet, c'était solidarité, développement commun. Tout ça. Là, c'est chiffres. Donc, on est entré dans un système économique de manipulation de ça. Et à partir de ça, pour quelqu'un comme moi, mais pour un autre grec aussi, excusez-moi, est comme virtuel réalité, ça n'existe pas. C'est pas juste des mécanismes économiques. Là, c'était très intéressant de voir les gens. Le débat, c'était est-ce que les Grecs se sont bien conduits? Est-ce que les Allemands se sont bien conduits? Qui est responsable? Qui est coupable? Etc. Et en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est indécidable. C'est des mécanismes économiques complexes. Mais le seul truc qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de conscience collective européenne.
si vous voulez, je veux dire, ce genre de problème pourrait se poser dans l'espace français. Vous imaginez les Bretons dire non, quand même, du côté de Marseille, ce qu'ils font avec les transferts de l'État, c'est pas très correct, ils sont pas sérieux. Mais ça s'est fait en Italie. Le Nord fait du Sud. L'Italie a des problèmes. Donc la question ne se pose jamais en France parce que la France est une nation avec une réelle diversité culturelle à l'intérieur. L'Europe a tout à fait une diversité culturelle, avec des pays forts, des pays faibles, des pays créditeurs, des pays débiteurs. Mais comme il n'y a aucune conscience collective, chaque fois qu'un problème de transfert se pose, c'est posé en termes de légitimité, de culpabilité. Donc je crois que le Parmentier a fait une très belle analyse du désordre de la zone euro. La seule conclusion de tout ça, c'est qu'il faut sortir de ce merdier. Non, parce que ça ne marche pas. Attendez, juste Philippe Bilger, si vous voulez intervenir. Est-ce qu'il est indifférent de savoir si les Grecs ont participé un petit peu à leur malheur, je veux dire? Non, vous savez, oui, mais je vais vous répondre. C'est le débat moral habituel, économique, sur le rapport du fort au faible. Il ne fait aucun doute que l'Allemagne et la France, dans une moindre mesure, étaient au départ de la construction de l'Europe des pays plus puissants, plus avancés, qu'il y avait, quand on a fabriqué la zone euro, d'énormes différences de niveau de développement. On a voulu faire comme si ça n'existait pas, et comme si on allait être en phase de convergence. En fait, la mise dans un système unique a créé des rapports de force et d'antagonisme extrêmement forts, qui étaient tout à fait prévisibles. Je pense que la question n'est pas morale. En fait, on pourrait se demander si les gens qui ont fabriqué l'euro étaient compétents. Non. Mais il y a des problèmes de compétence. Mais l'euro n'aurait jamais dû s'arrêter à l'euro. On n'aurait jamais dû faire l'euro, évidemment. On n'aurait jamais dû s'arrêter à l'euro. Si on n'avait pas l'euro, vous voyez, on n'aurait jamais dû s'arrêter. L'euro, c'était la première étape. La deuxième étape devait être politique. Ces problèmes de responsabilité des nations dans leur malheur ne se poseraient pas si on n'avait pas l'euro. On aurait une Allemagne beaucoup plus développée on pourrait revenir que la à la question de la dette grecque et chacun des pays serait responsable de sa gestion économique. Emmanuel. Ça ne créerait pas une égalité. Voilà, Arnaud Le Parmentier. Je pense effectivement qu'il y a une erreur de conception de l'euro. On sera d'accord, c'est rare. Ça a été conçu comme si chacun se comportait en bon allemand, chacun gérait sa monnaie chez lui et il n'y avait pas de problème. Il y a deux choses qu'on n'a pas vues, c'est que des pays, ont mal géré leur monnaie parce qu'il n'y avait plus de gendarmes, exemple la Grèce, exemple les pays du Sud. Deuxièmement, on n'a pas vu qu'il y aurait des divergences économiques graves, c'est-à-dire que toute l'industrie allait là où c'est le plus compétitif, l'Allemagne, le nord de l'Italie, une partie de l'Angleterre, qui n'est pas dans l'euro. Et troisièmement, on n'avait pas vu non plus que le système bancaire allait se développer de telle sorte que le problème grec pouvait faire tomber toute la zone euro. Je me rappelle, en 2002, quand il y a eu ces problèmes de tricherie de la Grèce, les premières, on a dit, la Grèce, on s'en fiche, c'est 2% du PIB de la zone euro, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne nous gênera pas. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc tout le problème qu'on a émotionnel actuellement, enfin, moi, à titre personnel, que je partage, c'est que cette histoire, moi, j'en veux pas aux Grecs, mais cette histoire, elle menace de faire détruire l'euro. Moi, contrairement à Emmanuel Todt, je pense qu'il faut absolument garder l'euro, absolument garder ce lien avec l'Allemagne, sinon ce sera catastrophique pour la France. Donc, la Grèce a menacé tout un projet. Je ne suis pas comme vous dans une situation de croyance religieuse, je suis dans une situation d'incroyance. Ma laïcité de ce côté-là, moi. Je vous interromps pour redonner la parole à Ersis Sotiropoulos, puisque en ce qui concerne les Grecs, il se trouve que le livre que vous avez écrit, Dompter la bête, il était paru en 2003 en Grèce. Hein. Et là, pour moi... Et c'était le portrait d'une élite là, pour moi, grecque que c'était 2003, c'était la période vraiment the golden age socialiste. C'était la période des vaches grasses. Pour moi, c'était la fête allait bientôt finir, car je voyais quelque chose qui était singulier pour la Grèce, cette sorte de danse très étroite entre les socialistes et les éléments les plus cyniques de la plutocratie, du pouvoir économique. Pour revenir à ce qui concerne la responsabilité du peuple, moi, je ne pense pas que là, on peut le mettre dans ces termes. Quelle responsabilité, par exemple, porte une femme de mon âge, qui a un courage comme ça à Athènes, vêtue encore un peu bien, qui, avec beaucoup de honte, elle cherche dans la poubelle. Cette femme, quelle sorte de responsabilité peut avoir? Pas elle. Donc je voudrais c'est un problème éthique. Pour ça, on doit, et je crois, aussi pour vous répondre à l'autre chose, que moi aussi, comme écrivain, j'aurais beaucoup à dire sur cette jouissance des Français pour Tsipras. Mais
ça veut dire une autre chose, qu'il y a une sorte de stasis à l'Europe. Et Tsipras, bien ou mal, porte une sorte de dynamisme, un espoir, je ne sais pas de quoi, peut-être vague. C'est ça. Éric, donc, avant de vous rendre, Karine Berger, et là on revient à la dette. Oui, je vais parler de la dette. D'abord, première chose, pour que ce soit clair, on a bel et bien voté, la France a voté au Parlement le fait que nous avons prêté une quarantaine de milliards d'euros, et si un jour c'est pas remboursé, ça sera de la dette française. Point. Ça c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'avant 2006-2005, la Grèce était en déficit. Ça signifie quoi le déficit? Parce que c'est un mot abstrait. Ça signifie qu'au mois de novembre, vous ne pouvez pas mettre sur le compte bancaire de vos fonctionnaires leur salaire. C'est ça être en déficit, c'est qu'il y a des gens qui sont plus payés à un certain moment. C'était ça la situation avant 2006-2007. C'était ça. Et c'est pour ça que la... Et si, c'était pour ça. Ça s'appelle... je suis navrée, c'est les fonctionnaires grecs, à partir du mois d'octobre, ils n'auraient été pas payés si on n'avait pas prêté à la Grèce. En revanche, là où vous avez parfaitement raison, c'est que la Grèce, aujourd'hui, du point de vue de sa dette, est dans une position de force parce que ce qu'on appelle le solde primaire, c'est-à-dire justement la capacité de payer ses fonctionnaires chaque mois, il est positif. C'est-à-dire que la seule chose que la Grèce doit, c'est les intérêts de sa dette. Et si elle dit, écoutez, moi, je peux payer mes fonctionnaires chaque mois jusqu'au mois de décembre, mais en revanche, les intérêts que je vous dois, je suis désolée, on va les renégocier, elle peut le faire sans que ce soit une catastrophe sociale dans le pays. Donc, et c'est ça la problématique que l'Europe a, c'est que nous n'avons plus le choix. Nous allons bien évidemment, et cela va de soi, et cela aurait dû aller de soi dès 2010, parce que la catastrophe, c'est le non-plan, la non-solution de 2010 de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Si nous avions dès le départ dit qu'il ne s'agissait pas de récupérer un argent qui de toute façon, une dette ça ne se rembourse jamais. Une dette ça ne se rembourse en fait jamais. Les États-Unis dévaluent leur monnaie, les autres refusent de payer, mais ça ne se rembourse jamais une dette. Donc on va rééchelonner la dette grecque sur 70, 80, 100 ans, pourquoi pas. Mais il faut trouver un accord pour que, effectivement, le boulot qui a été fait en Grèce soit respecté et ne soit pas perturbé par des promesses idéologiques de réduction de la fonction publique ou de privatisation. Ça n'a rien à voir avec la dette grecque. Ça n'a rien à voir avec la dette grecque. Je vous arrête et je vous donne tout de suite la parole, Éric Toussaint, mais je me souviens que dans cette émission, on a fait une émission sur la dette, avant la crise des dettes publiques, une émission sur la dette, comme ça, et où la conclusion finale de absolument tout le monde, c'était les dettes, on ne les rembourse jamais. Mais bien sûr, jamais. Or, depuis la crise des dettes publiques, il y a toute une partie des gens que nous invitons sur le plateau qui disent, mais si, les dettes, il faut les rembourser. Qu'est-ce que ça veut dire? On les rembourse ou on les rembourse pas? On a l'impression qu'avant, quand c'était abstrait et qu'on en parlait, tout le monde reconnaissait qu'on ne les remboursait pas, et puis maintenant, il faudrait les rembourser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais juste, parce que j'ai été là, nous avons eu un petit dialogue, et j'aimerais bien qu'il ait lieu un tout petit peu. Disons que l'Assemblée nationale française a voté le prêt, pas de 40 milliards, je suis désolé, de 12 milliards, 11 milliards,9 milliards à la Grèce, et par ailleurs sont venus après des garanties via le Fonds européen de stabilité. Et puis mais on le vote aussi. Mais on le vote aussi. Oui, mais pourquoi je dis ça? Parce que le Figaro et des tas de journaux écrivent c'est 40 milliards, c'est pas vrai, c'est pas 40 milliards, c'est 11 milliards,9 milliards. Première chose, il faut être correct avec les chiffres. Deuxièmement, c'est l'Assemblée nationale française. Pour moi, ce n'est pas le peuple français. Mais oui, pour moi, ce n'est pas le peuple français. Et quand le Parlement belge vote, ce n'est pas... Et le Parlement grec, vous permettez, vous permettez, Éric Toussaint, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais alors, attendez, ce que je veux dire, le peuple grec a voté dans les urnes. Notre collègue ici a dit, les Slovaques ont voté dans un sens, etc. Les Grecs ont voté là, dans un sens très précis. Eux, dans les urnes, pas leur Parlement, simplement. D'accord ? Moi, j'aimerais bien que le Parlement, évidemment, je voudrais bien que quand il y a une majorité parlementaire de quelqu'un qui a dit « je ne voterai pas le TSCG s'il n'est pas modifié par Angela Merkel », cette même majorité parlementaire dont vous faites partie, qui a ensuite voté le TSCG, je m'excuse, le peuple français, il a voté pour François Hollande, qui promettait de ne pas ratifier le TSCG tel qu'il était rédigé, et vous,
l'Assemblée nationale, vous avez ratifié le TSCG. C'est vrai ou pas? Donc c'est ça la différence que je vois entre le peuple français et l'Assemblée nationale. Il y a une différence. À un certain moment, le peuple délègue via des urnes, mais que font les députés? Si les députés font autre chose et ne consultent pas le peuple et qu'on leur raconte, il faut prêter 12 milliards d'euros à la Grèce, on n'aurait pas dû les prêter. Sinon, les retraités et les autres ne seraient pas payés. C'est du mensonge. Je suis désolé. On a prêté à la Grèce, et je voudrais terminer sur, on a prêté à la Grèce pour que la Grèce... Évidemment que vous n'auriez pas dû le voter, bien sûr. Ça aurait sauvé votre honneur, parce que là, je pense que toute une série... Non, pas du tout. Directement, c'est vrai. Pas du tout. Ce que vous avez voté un prêt de 12 milliards qui était lié à des conditionnalités qui ont imposé des violations des droits fondamentaux en Grèce, des droits de négociation, des droits au salaire minimum légal, etc. Et vous le savez très bien. Non, j'ai voté de l'argent pour que les fonctionnaires grecs continuent à être payés. Et je suis navrée, c'est ça. Alors, on a bien compris. En fait, je termine en disant la chose suivante. À partir du moment où un créancier prête pour violer des droits de l'homme, il doit apprendre à ses dépens qu'il lui en coûtera. Si jamais tous les créanciers peuvent continuer à prêter de l'argent pour violer des droits économiques, sociaux et culturels et des droits civils et politiques, comme on l'a fait en Grèce et dans d'autres pays, eh bien on continuera à saupoudrer des prêts pour mener des politiques injustes et ça provoquera régulièrement des crises. La crise que M. Arnaud Le Parmentier ne veut pas, avec le soutien qu'il a apporté, et comme ma collègue ici à côté a apporté à ce terrible plan qui a violé les droits de l'homme en Grèce, provoque la crise. Excusez-nous d'avoir aidé à sortir la Grèce de la faillite. Elle aurait dévalué... Vous l'avez plongé. Vous n'êtes pas les 10 minutes. Excusez-nous donc d'avoir, nous collectifs, parce que je l'ai approuvé éditorialement, Karine Berger l'a voté, d'avoir renfloué la Grèce, d'avoir évité qu'elle sorte de la zone euro, d'avoir évité qu'elle paye des taux d'intérêt de 40%, éviter qu'il n'y ait plus du tout de médicaments, d'éviter qu'il y ait du chaos, d'éviter qu'il y ait un risque de coup d'État militaire. C'est pas sérieux ce que vous dites quand même. Je trouve on a eu un élément de solidarité majeur sur un problème majeur. Ça s'est fait sur des difficultés. Karine Berger a même dit que la Grèce était maintenant en excédent primaire. Donc ça veut dire qu'en réalité, tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est un effort formidable des Grecs. Moi, je pense qu'effectivement, ils risquent de faire n'importe quoi au moment où ils ont fait l'effort majeur. Donc ça a été très dur, effectivement. Mais quand on dépense 115 alors qu'on gagne 100, ça ne marche pas. Donc on est revenu à peu près à l'équilibre. Et de dire que ce qu'on fait, c'est des crimes contre les droits de l'homme, moi, je ne peux pas entendre ça. Alors, vous pouvez pas dire aux attendez, on vous a entendu avec tout ça. Alexandre Delègue. Emmanuel Todd. Non. Alors, je fais une première chose. D'abord, Yanis Varoufakis, le nouveau ministre de l'économie grecque, il se trouve que c'est un blogueur économique qui écrit beaucoup et donc que certains découvrent un peu maintenant, mais qui écrit depuis un certain temps. Et en particulier, je vous invite tous à aller lire ce qu'il a écrit en juin 2014 sur ce fameux excédent primaire grec, qui est à peu près aussi juste que le déficit budgétaire grec version 2006. On va voir s'il change d'avis maintenant qu'il est aux finances, mais ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je voudrais revenir sur les sujets dont on a... Attendez, juste, je vous redonnerai la parole après, mais il se trouve, vous parlez d'Yanis Varoufakis, et il se trouve que ceux qui regardent Ce soir ou jamais le connaissent, puisque c'était un des personnages d'une série documentaire intitulée Capitalisme, et on avait passé un extrait, d'ailleurs, dans cette émission, on le voit, parler pour lui, le capitalisme est mort en 2008, il va vous expliquer pourquoi. En 1991, le socialisme, à tout le moins le communisme, est mort dans le bloc de l'Est. En 2008, le capitalisme est mort. Lorsque j'étais un jeune étudiant en économie, le grand débat opposait les socialistes qui croyaient à l'économie planifiée et les partisans de Hayek, ou les néolibéraux qui croyaient au miracle du marché dans l'organisation des activités économiques. L'argument des théoriciens pro-marché était que le capitalisme est une lutte darwinienne, où les plus forts survivent et où les moins adaptés, les plus inefficaces, les moins productifs et les moins rentables périssent. The New York State Attorney General says that Citigroup, Merrill, and 7 other banks, which got $175 billion in tax-funded bailout money, paid out $33 billion
in bonuses. Eh bien, ce qui s'est passé après 2008, si on considère la façon si particulière dont les banquiers ont été sauvés, c'est du darwinisme inversé. Plus les banquiers échouaient, plus le soutien qu'ils recevaient de la part des contribuables était important. Et plus ils réussissaient à prélever le surplus que le reste de la société produisait. Nous avons donc affaire à un nouveau régime que j'appelle faillitocratie. Et c'est devenu la règle des banques en matière de faillite. En fait, ils voudraient profiter de la faillitocratie. Je crois qu'il faut savoir que ce n'est pas du tout juste du gauchisme européen. C'est très proche, je trouve, des théories de James Galbraith, le fils de John Galbraith. Qui était il y a 15 jours sur ce plateau. Et je veux dire qu'il y a cette idée que, bon, il y a encore quelques gens de gauche un peu arriérés qui croient que le marché, ça existe, que l'activité privée, ça existe, et qui n'ont pas compris que la façon de faire de l'argent maintenant, c'était de ponctionner l'État pour les gens d'en haut, pour les banques. Et c'était très très proche, finalement, de théories de gauche américaine, de gens pas du tout révolutionnaires. Alors, on finit sur la dette grecque maintenant. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent ne pas la rembourser? Est-ce que c'est vers cela que l'on se dirige? Et est-ce que ce ne serait pas plus grave que ça, puisque de toute façon, les dettes, on ne les rembourse pas, Alexandre Delegue? Ouais, je pense que comme je l'ai dit, une dette, effectivement, ça se fait tourner. La caractéristique, c'est que vous, si vous vous endettez, malheureusement pour vous, vous allez mourir un jour et donc votre banque va demander à ce que vous ayez payé d'ici là. Un État, ça vit éternellement et donc ça a la possibilité, quand ça arrive à l'échéance, de réemprunter. Et c'est ça la situation dans laquelle est la Grèce pour l'instant, avec évidemment un montant très important. Maintenant, qu'est-ce qui aurait pu être un compromis? On sait peut-être qu'on va finir par y arriver, une sorte de solution honorable pour tout le monde. Je pense que Syriza a un programme quand même qui est important, qui est un programme intérieur, et sur lequel on peut être pour ou contre, mais après tout, c'est pour ça que les Grecs ont voté avant tout. Et il me semble que ce programme va générer des difficultés parce que la Grèce, quand même, et vous en avez peut-être parlé tout à l'heure, je pense que vous connaissez bien mieux votre pays que je ne le connaîtrai jamais, mais il y a un système politique extrêmement sclérosé, des gens qui ont des positions privilégiées très importantes, et le pouvoir en place de l'ancienne coalition, c'est des gens qui étaient cul et chemise avec ce système préexistant. Et je pense que, quoi qu'on pense du programme de Syriza, le fait qu'ils arrivent et qu'ils soient des gens neufs leur permet d'avoir la légitimité pour faire autre chose. Mais cette légitimité, ils doivent l'acquérir en montrant vis-à-vis de l'Europe qu'ils sont capables d'obtenir quelque chose. Il y a peut-être un compromis qui peut être obtenu, qui aura une dimension symbolique, enfin pas que symbolique quand même, qui réduirait un petit peu la contrainte dont ils font l'objet et qui permettrait aussi de maintenir le montant de dette qui est à rembourser, mais en disant oui, mais au lieu de commencer à rembourser en 2020, vous commencerez en 2025 ou en 2030. Ça ne change pas grand-chose sur le fond. C'est pas la vraie rupture. C'est pas la rupture totale, mais ça peut permettre d'arriver, de dire regardez, on a obtenu quelque chose que les autres n'avaient pas obtenu. Maintenant, on peut appliquer notre programme et on va pouvoir s'attaquer aux vraies féodalités et aux vrais pouvoirs qui ont beaucoup d'argent en Grèce. Qu'est-ce que c'est que ces éléments-là? C'est le budget de la défense qui a été peu touché, contrairement au secteur médical. C'est l'Église orthodoxe qui bénéficie d'avantages fiscaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui concernent les Grecs à la limite. C'est pas nous, donc ce serait une vraie rupture, mais à l'intérieur de la société grecque. C'est ça qui est quand même important pour les Grecs aussi. Oui. Non, je veux dire, je ne suis pas du tout hostile à l'idée que la Grèce devienne bien gérée, puisqu'il est effectif qu'elle n'est pas très bien gérée. Mais je ne pense pas que nous, en tant que Français, on puisse avoir une attitude condescendante. Quand on dit les Grecs n'ont pas su gérer l'euro, ils ne savent pas gérer leurs finances publiques. Tout à l'heure, j'étais troublé quand vous parliez du rapport obscur du Parti socialiste à la plutocratie en Grèce, là. Oui, je me suis dit, mais attendez, elle parle de la Grèce ou elle parle de la France? Oui, parce que, je veux dire, en France... Manuel Todd, restez sur le sujet. Votre haine du Parti socialiste français est connue, assumée. Je ne parle pas du Parti socialiste, je parle du gouvernement. Il n'y a pas de problème, on a tous compris, mais revenez en Grèce. Non, mais quand même, la France est un pays, et même le pays qui a eu l'idée de la monnaie unique, qui s'est tiré une balle dans le pied et qui a abouti à la destruction, je dirais, de toute son industrie. C'est un pays où le gouvernement et où le président de la République sont contrôlés par les vieux inspecteurs des finances qui sont dans les 4 grandes banques, qui eux-mêmes contrôlent les jeunes inspecteurs des finances qui sont à Bercy. Le système politique français et la gestion de la monnaie française et des finances françaises qui nous ont amenés à 11% de chômage, à la déflation
et une augmentation du chômage qui n'en finit pas, je veux dire, qui sommes-nous pour donner des leçons aux Grecs? Alors, Jean-Marc Daniel, rupture, là, risque de rupture ou pas de risque de rupture? Oui, je pense qu'effectivement, il faut prendre très au sérieux l'attitude assez agressive du gouvernement grec. Le nouveau ministre de l'économie et des finances, d'ailleurs, est très pro-euro pour des raisons qu'on ne soupçonne pas, à la différence d'Emmanuel Todd, c'est qu'il pense que l'ennemi de l'humanité, c'est l'impérialisme américain, que le dollar est un des vecteurs de l'impérialisme américain et qu'un des moyens de détruire l'impérialisme monétaire des États-Unis, c'est de faire émerger une devise rivale. Et donc, il dit l'euro aurait dû être un projet anti-américain et il faut le soutenir parce que sinon, l'explosion de la zone euro sera une grande victoire des États-Unis et de l'impérialisme. Dans vos rêves, dans vos rêves. Non, mais c'est vraiment ce qu'il dit. C'est vraiment ce qu'il dit. Oui, mais la réalité de la Grèce, le problème de la Grèce, c'est l'Allemagne, c'est plus les États-Unis. Bon, donc je dis ça au passage. Alors, par rapport à ça, premièrement, je pense effectivement qu'une dette dans l'histoire, c'est une dette qui se prolonge dans le temps. D'ailleurs, autrefois, on émettait des rentes perpétuelles, c'est-à-dire on émettait une dette où on disait on vous remboursera à l'infini des temps et on vous versera tout le temps des intérêts. Pourquoi on a abandonné ces techniques? Parce qu'une des techniques qui avait été mise au point pour se débarrasser de la dette, c'était l'inflation. Et l'inflation était arrivée par un mélange à la fois de... Ça paraissait pratique et puis ça correspondait à l'état de la situation monétaire qui était liée au désagrément, aux destructions de la guerre et tout ça. Bon. L'inflation a disparu et donc on se retrouve dans des situations qui sont des situations où les taux d'intérêt sont très bas et où donc les enjeux de remboursement de dette et donc en réalité les enjeux de paiement d'intérêt sont beaucoup moins pressants qu'ils n'étaient autrefois. Concrètement, quand on dit qu'on ne rembourse jamais une dette, c'est faux. Au 19e siècle où les taux d'intérêt étaient bas et où il n'y avait pas d'inflation, par exemple le Royaume-Uni qui s'est retrouvé avec 300% de dette en 1815 après les guerres napoléoniennes, a tout remboursé rubis sur l'ongle, avec effectivement un effort important, mais avec du fait que les taux d'intérêt étant relativement bas, cet effort étalé dans le temps a été rendu supportable par la croissance. Donc l'enjeu de la Grèce, c'est de retrouver de la croissance pour effectivement et de constater qu'à l'heure actuelle, son véritable problème, c'est les intérêts, comme l'a dit Alexandre Delegue. C'est-à-dire, or ces intérêts, on l'a dit, ils sont moins importants qu'en Italie, ils sont moins importants que dans un certain nombre d'autres pays. Donc l'enjeu de la Grèce est moins la dette en tant que telle, et là je rejoindrai ce que vous disiez, le gouvernement a dit aussi le véritable déficit, c'est un déficit de dignité. Je pense que des enjeux politiques, Mario Monti l'avait dit, l'Europe elle s'en sortira avec l'austérité, en libéralisant l'économie pour retrouver de la croissance, et avec un sens de la dignité. Et donc, le programme de Tsipras... Je pense que les deux premiers points ne sont pas sur l'agenda grec. Non, mais je pense que c'est comme ça qu'ils s'en On est d'accord, on est tous d'accord pour dire que la question, c'est celle de la croissance économique grecque et que l'échec absolu depuis 4 ou 5 ans, l'échec de la Troïka, c'est d'avoir créé de la récession depuis 5 ans. Votre pays est en perte de richesse, de destruction de valeur, à cause de plans qui ont été imposés depuis 5 ans. C'est une catastrophe, c'est une honte. C'est une dévaluation interne. Donc la croissance économique doit revenir. Et à la différence de Jean-Marc Daniel, je pense que les choix libéraux, la réduction des dépenses publiques, c'est exactement la façon la meilleure pour faire de la récession aujourd'hui, comme malheureusement la situation grecque nous le démontre à chaque fois. Donc oui, on est d'accord sur le fait que, bien évidemment, il s'agit d'abord de reconstruire, on va dire, la dignité qui peut-être a été brutalisée littéralement par tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, mais en macroéconomie, il y a aussi des réalités. Arrêtons les idioties de réduction des dépenses à tout va ou de libéralisation à tout va. Ça n'a pas fonctionné depuis 5 ans en Grèce. Mais donc, depuis 2010, ce programme dit d'aide à la Grèce, Karine Berger, à côté de moi, est en train de dire ça donne un résultat dramatique. J'ai toujours dit. J'ai toujours écrit et toujours dit. C'était défini dès le départ. C'était les conditions d'octroi du prêt de la France et des 13 autres pays de l'Union européenne, plus le FMI, c'était les conditions mises à la Grèce pour l'octroi de ces prêts qui ont produit les politiques avec les résultats que vous venez de mentionner. Je l'ai toujours écrit, monsieur. Bon, toujours très bien. Mais alors, il y a peut-être un manque de cohérence. Non, il n'y a pas de manque de cohérence. La deuxième chose je reste persuadée que la Grèce, à ce moment-là, avait absolument besoin d'argent pour tout simplement survivre. Vous me dites que vous n'aviez pas besoin de cet argent. Je continue de penser... Recommençons pas le débat. Mais justement, ce qui me paraît vraiment important, c'est que, en réalité, le gouvernement d'Alexis Tsipras est très modéré. Et là, évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'on a dit ce soir. Il est très modéré. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut rétablir, dans le cadre du même équilibre budgétaire, avec un superávit primaire, il veut enlever une partie du fardeau qui pèse sur les personnes les plus affectées par les effets des politiques que certains d'entre nous critiquent, pas tous, on a compris, que certains félicitent
l'Union européenne pour ses politiques. Ils sont ici en face de moi, notamment. Oui, On comprend très bien. On persiste les deux. Et eux, ce que Tsipras dit, je voudrais pouvoir équilibrer cette politique en redonnant aux pauvres ce qu'on leur a pris, disons, pour le dire très simplement, et en prenant un peu aux riches, ok, et je reste dans le même équilibre. Et je m'adresse à l'Europe pour qu'elle me permette de faire ça, parce que les Grecs m'ont donné ce mandat-là, c'est pour ça que je suis devenu Premier ministre. On est d'accord? Il l'avait dit à l'avant. Et il avait dit, je demanderai à l'Europe une renégociation de la dette. Il a reçu le vice-président de l'Eurogroupe aujourd'hui, le Hollandais Dijsselbloem, ok? Et il lui a dit ça. Et qu'est-ce que l'Europe lui dit? Il n'est pas question que vous sortiez des rails du mémorandum qui implique des privatisations supplémentaires, qui implique de maintenir le salaire minimum légal à 450 €, qui implique toute une série d'efforts imposés à la population. Si vous sortez de ça, même si vous maintenez l'équilibre budgétaire, ça ne va pas. Et je ne veux pas, dit l'Europe, renégocier votre dette. Alors que, je rappelle, Tsipras dit, renégocions la dette, convoquons une conférence européenne sur la dette. Il n'a pas dit, j'arrête le paiement de la dette. Personnellement, je suis pour l'arrêt du paiement de la dette. On avait bien compris. La Grèce, et je le trouve très modéré. Mais ne le présentons pas comme un bout au feu de l'Europe, pas du tout. C'est l'Europe qui va aggraver la crise en refusant la marge de manœuvre qui pourrait être ouverte à l'égard d'Athènes. Mais c'est pas de bol, vous êtes belge Oui, je suis belge. Donc vous connaissez le rapport. C'est pas de bol d'être belge. Non, ça c'est très bien, c'est génial. Ça c'est génial, Bruxelles est génial. Mais je pense que vous savez ce que sont les rapports d'argent avec les Néerlandais. Ils sont un peu raides sur ces questions. Hein. Arnaud Le Parmentier. Non, moi j'aurais juste une question, madame. C'est sur les évolutions grecques. Je ne comprends pas pourquoi, ou est-ce que vous pensez que Tsipras va s'attaquer d'une manière ou d'autre à l'Église orthodoxe et à ses richesses? Est-ce que c'est un problème? Il paraît que leur exemption d'impôts sont constitutionnelles. Est-ce que le Tsipras maintenant va s'attaquer à l'Église orthodoxe qui ne paye pas d'impôts? Ainsi qu'aux armateurs grecs, il paraît aussi qu'ils sont protégés par la Constitution. On ne sait pas que la France devrait arrêter de s'occuper des religions des autres? Non, avant tout, je ne comprends pas. Donc il n'y a pas de problème avec l'Église orthodoxe? Je veux dire, en tant que Français, je ne me sens pas habilité à émettre des fatwas sur l'Église orthodoxe. Non, ce n'est pas des fatwas, c'est une interrogation. Alors, réponse d'Hercy Sotiropoulos. Écoutez, même si les Grecs sont beaucoup moins croyants que les Italiens en catholicisme, etc., je n'ai jamais compris comment Andreas Papandreou n'a pas osé cette séparation de l'État de l'Église. Et ça, on va voir là. Déjà, c'est un signe que quand il a voué serment, Tsipras, c'était une première pour la Grèce, il n'a pas prêté serment à la Bible. Il a prêté serment à son conscience et son intégrité. Donc, je ne sais pas. Mais les armateurs, avant que je vous pose une dernière question. L'orthodoxie en Grèce fait partie de l'identité nationale. C'est comme le catholicisme en Pologne. Je veux dire, foutons la paix aux Grecs avec leur église orthodoxe. C'est juste insupportable de légiférer à l'échelle planétaire sur les religions extérieures. Philippe Bilger. De leur programme. Le programme de Syriza est d'aller vers les gens qui bénéficient d'exemptions qui leur semblent injustes. C'est ça. Voilà. Après, la question, c'est ce qu'ils le feront. C'est vraiment un problème interne. Justement, j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui est moins compétent que vous dans ce domaine, j'ai l'impression que je ne parviens pas à déterminer ce que devrait faire le Premier ministre. Parce que vous avez une position absolue dans un certain sens, et de l'autre côté, j'ai cru comprendre qu'il devait échelonner la dette. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen radical de combler ce déficit en dignité dont vous parliez, et en même temps de respecter la rationalité économique? Je n'ai pas de position absolue. En fait, si on permettait à la Grèce de réduire les injustices qui ont été créées au cours des 4 dernières années, 5 dernières années, qui n'ont pas donné de résultats, et si on lui permettait de renégocier pendant 6 mois, 1 an, et à l'image de la conférence sur la dette allemande de 53, etc., calmement, si ça pouvait donner des résultats, je serais tout à fait favorable à ça. Donc je n'ai pas de position absolue. J'avais cru le comprendre. Alors je me suis mal exprimé. Ce que je pense,
c'est que malheureusement, et on vient de le voir, l'Union européenne ne veut pas donner cette possibilité-là à la Grèce. Or, on est dans des conditions tout à fait différentes. Je vais dire un mot sur le futur. Non, vous savez très vite, parce que j'ai encore une question. L'élection en Grèce, c'est la première phase de l'élection en Espagne. L'Espagne, en 2010, sa dette publique était inférieure à 60% du PIB. OK ? 60%. Et était dans les termes de Maastricht, était inférieure à la dette publique de l'Allemagne et de la France. L'Espagne, dans le cadre européen maintenant, se retrouve très mal. Et le prochain Syriza, vous le savez, je crois, c'est Podemos. Et donc, on ne sera pas simplement dans un problème grec. Et vous ne pourrez pas dire simplement le salaire des Grecs, les impôts des Grecs, ceci, cela sur les Grecs. Il y aura les Espagnols, il y aura les Italiens, il y aura les Portugais, il y aura les Slovènes et il y aura d'autres. Alors qu'en réalité, c'est les Européens. Et moi, franchement, on demanderait aux Français, est-ce que vous trouvez normal qu'on paye le salaire minimum légal aux Grecs à 450 €? Est-ce que c'est votre intérêt, vous, comme travailleurs français, que des gens qui sont dans le même marché que vous gagnent 450 € alors que le salaire minimum légal en France est au-dessus de 1 000 €? Est-ce que ça ne va pas faire une concurrence déloyale? Vous croyez que si on posait la question aux Français comme ça, ils ne comprendraient pas qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on baisse le salaire minimum légal en France? On va poser la question, puisque je n'ai plus le temps de poser la mienne, je la poserai un autre jour. Ça ne fait rien. Réponse, Arnaud Le Parmentier, vous avez commencé de répondre à Éric Toussaint. Non, mais oui, je crois que c'est 550 et il le monte à 750, donc c'est quand même plus élevé. Je ne pense pas que les Français se plaignent de souffrir du dumping social des Grecs. Il n'y a plus de micro là, vous avez... Ah, pardon. À force de papier. Le problème des Grecs, excusez-moi. Le problème. Allô, ici Londres. Allô, ici Londres. C'est leur compétitivité, c'est tout. Mais c'est le problème des Français aussi par rapport aux Allemands, vous le savez très bien. Et vous le dites tout le temps. Le problème, c'est de la compétitivité. C'est qu'il faut que... c'est un pays qui vit du tourisme, qui vit du shipping. Donc il faut que le tourisme soit attractif, le shipping soit attractif, que chacun arrive dans la division du travail en Europe ou des compétences à trouver son point. Et je ne pense pas que ce soit en réaugmentant les coûts, après cet effort énorme qui a été fait, dont je pense qu'il était indispensable, il fallait le faire. Et sur Podemos, c'est intéressant de regarder ce que font les gouvernements en ce moment, en Espagne, au Portugal, en Irlande. Ils se disent, si jamais les Grecs arrivent à négocier, c'est un peu dégueulasse parce que nous, on voudrait pouvoir négocier. Et en fait, ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se disent, on va plus nous faire confiance. Et donc, on va pas arriver à réemprunter sur les marchés alors qu'on vient difficilement d'être sur les marchés. On va reperdre de la crédibilité. Donc, c'est pas évident. Effectivement, il y a un gros débat sur Podemos. Mais les peuples européens, ils se disent, si on arrive à rentrer dans les clous après la période d'austérité, je note qu'on a la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, ce que fait la Banque Centrale Européenne qui va redonner un peu de croissance, même si Emmanuel Todd n'y croit sans doute pas. Mais donc, à mon avis, le pire est passé. Le pire est passé pour tous les pays. Je pense que le pire est passé. Berger. Le pire est devant nous. L'Union européenne, la zone euro, est en train d'entrer en déflation. C'est ce qu'il y a de pire en économie. C'est-à-dire, évidemment que la Grèce est en soi un sujet parce que ce qui va se passer dans les prochains jours, notamment sur les banques grecques, va lancer un jeu de domino que personne ne comprend et n'imagine en tout cas et ne peut se projeter. Mais au-delà de la Grèce, le continent européen est le continent qui est plongé dans la crise la plus importante post-2008 de toute la planète. Et nous n'avons pas jusqu'à présent réussi à inverser le choix des pays qui continuent à rentrer dans cette logique d'austérité jusqu'à plus soif et qui fait que le chômage monte dans l'Union européenne. Donc on est en face désormais d'un problème politique. L'Europe a été imaginée dans les années 50 pour répondre par la solidarité et par l'union politique et par le progrès à tous les bouleversements du monde. Nous avons importé à l'intérieur de l'Union européenne de la compétition entre nous, c'est absurde. C'est absurde. Nous avons importé à l'intérieur de l'Union européenne de la concurrence, de l'austérité et de la destruction de valeurs. Oui, on a un vrai problème devant nous. Karine Berger a vraiment raison. Oh là là, Emmanuel Todd, cette phrase, vous ne l'aviez jamais prononcée. J'étais super emmerdé parce que putain, elle a raison, c'est la première fois que je suis d'accord, que je l'entends. Mais vous êtes en train de dire qu'on a fabriqué l'enfer quand même. Sortons-en. Alexandre Delay. Justement, moi je voudrais prendre un peu le contrepoint. Je pense qu'Emmanuel Todd a dit quelque chose de très juste, c'est qu'il n'existe pas de peuple européen, mais on peut essayer de prendre une perspective plus longue sur ce qu'est le mécanisme de construction européenne, la fameuse méthode Monnet. La méthode Monnet, c'est on met des trucs en commun.
ce qu'on peut, parce que de base, les gens ne veulent pas. Les peuples européens n'ont pas particulièrement envie, ils se sentent français, allemands, espagnols, ils ne se sentent pas européens. Il n'y a pas de volonté, on ne va pas faire un grand référendum européen pour créer un grand État européen, ça ne marchera jamais. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met de temps en temps des choses en commun, et de deux choses l'une, soit ça marche et ça donnera envie de mettre d'autres choses en commun, soit ça ne marche pas, et la seule solution qui apparaîtra, ce sera qu'il faut mettre de nouvelles choses en commun pour réparer les trucs qui ne marchaient pas avant. On a commencé avec le charbon. On a commencé avec le charbon et regardez le chemin qu'on a fait. Et non mais, ce processus, c'était le cœur économique de l'Europe à l'époque. je pense qu'on peut quand même être, et ce processus marche sur la base de la crise. C'est-à-dire que ça marche, ça n'a jamais, ce processus européen est un processus dans lequel, objectivement, je répète, je ne porte pas de jugement là-dessus, on aime, on n'aime pas. Emmanuel Todd n'aime pas, d'autres apprécieront plus, mais ce processus est fondé sur la crise et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la crise, quand elle se présente, aboutit à chaque fois jusqu'à présent à encore plus d'unification. C'est quand même assez frappant de voir que le degré de coordination budgétaire est plus grand aujourd'hui, de voir que dans le plan européen là maintenant, la Banque Centrale Européenne, dans les fameux rachats de dette publique du fameux quantitative easing, le fait à hauteur de 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de fait, aujourd'hui, on a à hauteur de 8% des dettes publiques européennes une union budgétaire. C'est quelque chose qui était tout simplement inconcevable il y a 10 ans et qui est le résultat de la crise. Donc, je ne serais pas... Peut-être qu'effectivement, ce jeu du qui tout double permanent dans lequel si ça passe, c'est bien, sinon ça casse, peut aboutir à ce que ça casse. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce mécanisme, la force qu'a eu ce mécanisme jusqu'à présent pour construire l'Europe. Après, je dis bien, ça vous compactez deux périodes historiques. Il y a l'après-guerre, rattrapage des États-Unis, envolée des sociétés de consommation, convergence, hausse du niveau de vie absolument fantastique. Et dans ce contexte, vous avez des trucs différents. Maintenant, on a peut-être toujours des trucs d'unification, mais ça se passe dans un contexte de baisse du niveau de vie, de divergence des nations. Je veux dire, on est comme maintenant, c'est devenu autre chose. C'est-à-dire, en fait, avant, on s'enrichissait tous ensemble. Maintenant, ce que vous nous proposez, c'est de mourir tous ensemble. Je trouve que ça ne présente aucun intérêt. Je veux dire, c'est peut-être super, conceptuellement ou sur un plan métaphysique, c'est peut-être génial. On va être tous des vrais Européens, tous pareils, morts. Il nous reste une minute. Voilà. Je la donne à Ersi Sotiropoulos. Ce sera le mot de la fin. Je ne veux pas réclamer qu'on est la patrie de l'Europe, du mythe de l'Europe, Zeus, etc., ni de la démocratie. Mais on est un petit pays. Qu'est-ce que vous attendez des colosses industriels, etc. On doit, je pense, finalement, accepter la Grèce comme ça. Un petit pays, vous venez pour vos vacances. Il n'y a pas beaucoup à faire. Il y a les îles, sont belles, et on produit des poètes très talentueux. Je suis sérieuse là. Beaucoup de poètes. Très très bien. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et ce qu'il y avait, que selon, comme disait Elitis, la Grèce, si tu grattes la Grèce, tu trouves quoi? Une vigne, un olivier, un bateau. Ça, même pas maintenant, après la crise. Donc...